pas du tout. Euh, Tout d'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un stress hydrique avant de passer à la question de est-ce qu'on peut faire face à des guerres de l'eau. Alors, il y a plusieurs manières de formuler ce qu'est un stress hydrique. Et au départ, les premiers scientifiques qui les ont formulés posaient la question comme si la quantité d'eau utilisée dans l'agriculture était inchangeable. Donc, les pratiques qui existaient à ce moment-là n'allaient jamais évoluer, comme si les récoltes, les choix d'assolement n'allaient jamais évoluer. Or, tout ça peut se modifier. Les êtres humains se sont toujours adaptés à des changements climatiques, par exemple. Alors, donc la définition des stress hydriques, il faut bien la garder en tête et quelle que soit la manière dont vous le définissez, il faut garder en tête qu'il inclut une certaine attente face à l'eau. C'est-à-dire que le lézard qui vit au milieu du désert, lui, il considère que le Sahara, c'est très très bien. Il ne souffre pas d'un stress hydrique. Par contre, l'hippopotame qui serait au même endroit considérerait que c'est un stress hydrique effroyable. Donc, il faut simplement revoir nos attentes. Si vous voulez aller vous installer au milieu du désert pour vivre, est-ce que c'est raisonnable de vouloir une pelouse anglaise devant votre maison, par exemple? Alors, est-ce qu'un stress hydrique avec une définition critique même, est-ce que ça peut amener une guerre de l'eau? Eh bien, on a l'évidence empirique qui a été accumulée par Aaron Wolf qui nous démontre le contraire. Il a à Oregon State University, et il a un site web que vous pouvez consulter gratuitement qui vous montre tous les bassins versants du monde. Et il s'est aperçu que même lorsque des États étaient en guerre, par exemple l'Inde et le Pakistan, ils continuaient à, obéir aux dispositions des traités concernant l'eau qu'ils avaient déjà conclus. Donc, en fait, on a beaucoup plus d'évidence que l'eau va entraîner une coopération entre les États plutôt qu'une guerre. Ça, c'est une évidence empirique qu'on a. Évidemment, c'est toujours plus complexe quand on parle de questions d'eau. Évidemment, l'arbitrage entre besoins urbains et besoins agricoles est toujours complexe en soi, mais dans cette région, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tous les modèles concernant le changement climatique nous indiquent qu'on doit s'attendre à une diminution de la pluviométrie. Ça ne sera pas nécessairement le cas partout dans le monde, mais pour cette région-là, toute l'évidence scientifique qu'on a nous indique qu'on va avoir une baisse de la pluviométrie. Du coup, sachant cela, de nombreux gouvernements se sont tournés vers le dessalement massif d'eau de mer. Alors, du coup, par exemple, prenez le cas d'Israël, 90% de l'eau potable consommée en Israël, distribuée au robinet, provient du dessalement d'eau de mer. Ensuite, cette eau est acheminée, en tout cas pour l'État d'Israël, vers des stations d'épuration et puis redistribuée ensuite dans l'agriculture. Donc, on ne parle pas ici d'un arbitrage entre eau urbaine et eau d'irrigation, puisque plus les urbains consommeront de l'eau, plus les agriculteurs auront de l'eau usée traitée. Et plus la population augmentera, plus ça générera des eaux usées traitées qui seront utilisées dans l'irrigation. Donc ici, ce n'est plus un arbitrage, c'est le contraire. Alors, par contre, ça transforme le problème d'accès à l'eau pour les uns et les autres à un problème du coût de l'énergie et de l'accès à l'énergie. Parce que le dessalement d'eau de mer, c'est très, très gourmand en énergie. Alors, les premiers à faire ce choix-là, ça a été les pays du Golfe pour des raisons évidentes. Ils étaient producteurs de pétrole. Ensuite, un pays comme Israël qui fait ce choix-là l'a fait parce qu'ils avaient accès au gaz, ressources de gaz offshore, dans ce qui est devenu, avec le dernier traité maritime, leur zone nationale. Et donc, ils ont, pour l'instant, ces pays-là qui ont fait ces choix-là ont leurs propres ressources énergétiques. Un jour, ça ne sera plus le cas. Et donc, ils ont transformé une vulnérabilité envers la fluctuation de la pluviométrie en une vulnérabilité envers la fluctuation des prix de l'énergie.
et de l'accès à l'énergie. Donc, c'est beaucoup plus complexe. La pénurie d'eau dans cette région est beaucoup plus complexe qu'une simple question d'arbitrage entre la consommation urbaine et la consommation par l'irrigation. Disons que jusqu'en 1967, grosso modo, on peut décrire la situation comme une situation où la gestion de l'eau est totalement décentralisée. C'est-à-dire que chaque source est utilisée et gérée localement. Les règles d'utilisation, les règles de partage de l'eau, les règles déterminant à quoi on peut consacrer cette eau, à quelles utilisations, tout ça, c'est décidé localement, village par village, source par source, puits par puits. Et on voit des régimes de propriété communautaire qui vont s'appliquer à chacun des puits, à chacune des sources qui sont utilisées. On a un peu d'utilisation d'eau de surface parce qu'on a l'utilisation du fleuve Jourdain, mais essentiellement, l'eau qui est utilisée provient de puits ou de sources. Et puis, à partir de l'occupation, en 1967, jusqu'aux accords d'Oslo, on a une gestion que j'appellerais une gestion impériale de l'eau. Parce qu'Israël va laisser les Palestiniens continuer leur gestion locale, puits par puits, source par source, mais elle va imposer un quota sur cette consommation. C'est-à-dire que dès 1967, Israël va se mettre à poser des compteurs d'eau sur chaque puits agricole, et va mesurer le prélèvement annuel à partir de ce puits et va ensuite dire ceci constitue votre quota. Donc vous pouvez continuer à utiliser votre mode de gestion local, autochtone, mais vous ne pouvez pas pomper plus que ce que vous avez pompé cette première année que nous avons mesuré. Et donc, par contre, Israël a foré des puits qui étaient gérés par la compagnie Mekorot et a apporté l'eau courante dans plusieurs villages palestiniens en facturant l'eau directement à Mekorot. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça une gestion impériale, parce qu'on a en même temps cette gestion de l'eau qui se superimpose par Israël et tout en continuant en anglais, on appelle ça le local rule, donc cette gestion autochtone qui prévalait auparavant. Et puis arrivent les accords d'Oslo et l'arrivée de l'autorité palestinienne de l'eau. Donc les bailleurs maintenant veulent soutenir l'autorité palestinienne de l'eau qui a le mandat défini dans les accords d'Oslo de gérer toute l'eau attribuée aux Palestiniens par les accords d'Oslo, c'est-à-dire simplement l'eau qui avait été utilisée par les Palestiniens l'année précédant la signature des accords d'Oslo, tout simplement. Or, cette eau, elle est déjà gérée. Alors, les bailleurs, en appuyant l'autorité palestinienne de l'eau, vont forer des puits pour fournir de l'eau à l'autorité palestinienne qui est censée gérer de l'eau, qui est déjà gérée par d'autres acteurs, hein, et vont systématiquement appuyer des projets qui vont être gérés soit par l'autorité palestinienne de l'eau, soit par des municipalités, mais en tout cas pas par les acteurs palestiniens antérieurs qui avaient géré l'eau. Et donc, on voit un peu une cacophonie qui commence à émerger. Alors, les bailleurs de fonds vont financer la rédaction d'une loi de l'eau palestinienne qui va essayer de s'aligner sur toutes les lois de l'eau de tous les autres États et qui dit l'eau est un bien public, alors qu'en termes concrets, l'eau était un bien communautaire, c'est-à-dire pas géré par l'État, pas géré au niveau national, mais géré au niveau local par une communauté d'ayants droit. Donc, ce qui va se passer, c'est dans ces dernières années, on va aussi voir, évidemment, au début, les bailleurs vont financer beaucoup de projets d'adduction d'eau potable, de rénovation de réseaux d'eau potable, mais ces dernières années, ils vont aussi financer des stations d'épuration. Et c'est quand on finance les stations d'épuration qu'on va commencer à changer des grands débits d'eau, on va changer leur trajectoire. Et surtout que viennent alors les projets de réutilisation des eaux usées. Et les acteurs qui sont considérés comme efficients pour l'utilisation de l'eau par les bailleurs de fonds, ce sont les agriculteurs capables d'exporter
leurs produits parce qu'ils pratiquent une agriculture industrielle très moderne, avec du goutte à goutte, de l'irrigation par goutte à goutte, par exemple. Et donc, on va avoir une transformation de l'agriculture palestinienne qui est très, très visible, notamment dans la vallée du Jourdain. Vous avez l'arrivée des palmiers dattiers qui sont en principe bons parce qu'ils consomment peu d'eau. Mais si vous remplacez un bananier qui consomme 3 fois plus d'eau par 100 palmiers dattiers qui consomment un tiers d'eau, chacun un tiers d'eau d'un bananier, vous avez vite compris que 100 palmiers dattiers vont consommer beaucoup plus d'eau qu'un bananier, n'est-ce pas? Et donc, le tsunami, littéralement, le raz-de-marée des palmiers dattiers de culture des palmiers dattiers qui a lieu en Cisjordanie pour l'instant, génère une demande en eau. Et en même temps, les palmiers dattiers sont souvent plantés sur des terres qui étaient autrefois cultivées par des métayers. Or, les palmiers dattiers requièrent très peu de main-d'œuvre. Alors, les métayers qui cultivaient ces terres auparavant vivaient sur ces terres. Ils ne peuvent plus maintenant vivre sur ces terres. Ils consommaient leur propre consommation, leur propre production. Et maintenant, ils doivent trouver du travail salarié pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir se payer un logement. Et en même temps, ils ne peuvent travailler dans les palmiers dattiers que 2 mois par année parce que l'essentiel du besoin de main-d'œuvre, c'est seulement 2 mois par année pour les récoltes. Donc, on a un déplacement de population palestinienne, un déplacement des métayers par les palmiers dattiers. Donc, c'est un mécanisme économique et non pas un mécanisme politique qui se trouve à dépeupler la vallée du Jourdain de ces paysans palestiniens. Mais ce dispositif économique, ce mécanisme économique repose sur des choix politiques qui sont des choix de gestion de l'eau, des choix technologiques, des choix qui sont partagés par les bailleurs de fonds et par l'autorité palestinienne. Et évidemment, sans avoir le but de déplacer la population palestinienne. Simplement, ce sont des choix qui ont été pris par rapport à une conception de l'efficience de l'eau dans l'irrigation qui n'avait pas été mûrement réfléchie, dont toutes les implications n'avaient pas été réfléchies. Grosso modo, les Palestiniens en Cisjordanie vivent sur le château d'eau des Israéliens, en ce sens que la Cisjordanie, c'est une ligne de crête qui court du nord au sud et qui est la zone de recharge du plus grand aquifère utilisé par les Israéliens. C'est un aquifère qui est partagé par la Cisjordanie et par Israël, mais qui est surtout rechargé en Cisjordanie. Donc, avant l'an 2000, on peut considérer que les Palestiniens étaient situés en amont de l'aquifère et les Israéliens en aval. Donc, l'eau qui était pompée à l'intérieur d'Israël dans des puits israéliens était une eau qui avait coulé dans l'aquifère depuis la Cisjordanie. Alors, si on imaginait un État palestinien indépendant avec des frontières qui correspondaient grosso modo à la ligne verte, à la ligne d'armistice, alors on aurait imaginé donc des Palestiniens avec une position de pouvoir par rapport à l'eau parce qu'ils auraient été situés en amont. Donc si eux choisissaient par exemple d'augmenter leur pompage ou de polluer l'eau, ça aurait eu un impact immédiat sur Israël. Israël aurait été en situation de vulnérabilité. À partir de l'an 2000, on a une politique en Israël qui va être une politique de dessalement massif d'eau de mer. Ils ont construit déjà 5 énormes stations de dessalement d'eau de mer le long de la côte. Et Israël avait construit dans les années 60 sa voie d'eau nationale qui puisait l'eau dans le lac de Tibériade et qui l'acheminait à l'intérieur d'Israël, du côté israélien de la ligne d'armistice jusqu'au Negev. Donc, c'était l'eau qui était prélevée dans le lac de Tibériade, c'était de l'eau qui ne s'écoulait plus dans le Jourdain et donc qui privait la Cisjordanie d'une partie de son eau de surface dans le Jourdain. Ben, c'était la Jordanie à cette époque-là, hein, c'était la Jordanie qui était l'État
qui administrait, qui occupait, qui avait annexé la Cisjordanie à cette époque-là. Et du coup, avant entre le moment où on a construit la voie d'eau nationale israélienne et ce choix du dessalement d'eau de mer, l'eau coulait du nord au sud depuis le lac de Tibériade jusqu'au Negev et alimentait tout le pays, tout Israël. Maintenant, avec le dessalement d'eau de mer, c'est le contraire. C'est-à-dire que la même infrastructure de la voie d'eau nationale israélienne, qui est en partie un canal, en partie des pipelines, est utilisée pour acheminer de l'eau dessalée depuis la côte vers le lac de Tibériade, notamment parce que ces dernières années ont vu des années de faible pluviométrie dans le nord du pays et donc le niveau du lac de Tibériade devenait très bas. Mais alors, ce que ça signifie pour les Palestiniens, c'est qu'ils étaient en position de vulnérabilité par rapport à la voie d'eau nationale israélienne, mais ce renversement de direction des flux d'eau ne les avantage pas non plus, puisque ça positionne Israël en position d'être en amont par rapport aux Palestiniens qui maintenant se retrouvent en aval. Donc Israël, mais la Compagnie nationale d'eau israélienne Mekorot vend depuis très longtemps de l'eau aux municipalités palestiniennes. Grosso modo, la moitié de l'eau consommée dans les municipalités palestiniennes est achetée par la municipalité à la Compagnie Mekorot. Cette eau maintenant provient essentiellement du dessalement d'eau de mer. Mais Israël vend cette eau au prix coûtant. Enfin, ils disent au prix coûtant. Mais le prix coûtant d'une eau issue du dessalement d'eau de mer est nettement plus cher que le prix coûtant d'une eau qui a été pompée dans l'aquifère. Donc, non seulement les Palestiniens se retrouvent en situation d'être en aval, mais ils se retrouvent aussi dépendants d'une eau qui coûte plus cher et dans la gestion de laquelle ils n'ont aucune voix. Parce que ce choix de dessalement d'eau de mer, c'est un choix qui a été pris par le gouvernement israélien d'une manière totalement indépendante, sans aucune concertation avec l'autorité palestinienne. Donc, ils n'ont aucune prise sur la fluctuation de ce prix de l'eau. Tout d'abord, il faut comprendre l'importance absolument cruciale de comprendre l'eau comme un flux et pas seulement comme un stock. Parce que la grande erreur des accords d'Oslo, c'est d'avoir divisé l'eau comme si c'était un gâteau dont on allait attribuer des parts à l'un et à l'autre, aux Israéliens et aux Palestiniens. L'eau, c'est un flux, l'eau coule. Et ce qui est essentiel, c'est d'identifier le long de la trajectoire de l'eau tous les acteurs qui interagissent avec ce flux d'eau et de comprendre toutes les règles qu'ils ont élaborées pour régir leurs interactions entre eux par rapport à leur utilisation, à leur consommation de l'eau, par rapport à leur interaction avec ce flux d'eau. Ça veut dire comprendre la tenue de l'eau à tous les niveaux. Et les grands oubliés de la loi de l'eau palestinienne, ça a été les institutions informelles palestiniennes qui géraient les sources et qui géraient les puits. Et si vous examinez l'eau comme un flux, si vous prenez la peine d'identifier toutes les institutions formelles et informelles qui interagissent avec ce flux d'eau, là, tout à coup, ces institutions informelles apparaissent comme extrêmement importantes et on comprend qu'il est totalement crucial de les prendre en compte. Donc, si on veut une gestion de l'eau qui soit équitable et qui soit soutenable, qui soit durable dans le temps d'un point de vue environnemental, il faut construire une structure institutionnelle qui inclut tous ces acteurs. Il ne faut surtout pas les ignorer ou prétendre qu'ils n'existent pas. Et parce que c'est à ce moment-là qu'on va développer une gestion de l'eau qui va être complètement euh, insoutenable parce qu'on va avoir par exemple des surpompages de la nappe ou des surpompages qui vont par exemple assécher complètement des sources. Et c'est ce qu'on voit dans la région. On voit des sources très abondantes avec des débits de 5,5 millions de mètres cubes par année qui sont maintenant aujourd'hui complètement asséchés. Et donc c'est absolument essentiel si on veut
éviter un désastre écologique, mais aussi un désastre social et économique. C'est de prendre en compte le fait que l'eau est un flux et qu'il faut accepter que des institutions se sont créées depuis très longtemps pour interagir avec ce flux et accepter qu'on doit les intégrer dans la structure institutionnelle pour gérer l'eau correctement. Donc oui, les savoirs traditionnels entrent en compte ici parce que très souvent, ces institutions sont vieilles de plusieurs centaines d'années et elles ont démontré leur résilience en existant déjà aussi longtemps. Donc elles ont démontré qu'elles étaient capables de gérer l'eau durablement.